On va voir notre prochain intervenant, c'est Julien Cernobori. Julien vient du journalisme. Il a fait des études d'anthropologie et de sciences politiques. Et dans son travail de journaliste, qu'il a pratiqué notamment à Radio France, à France Inter et à France Musique, il y a toujours ce côté un peu sociologique. Il a dit dans certaines interviews qu'il voulait donner une lecture sociologique du quotidien. Ce qui rejoint un petit peu les travaux sociologiques de documentaires dont Nicolas Truong parlait plus tôt, faire parler des gens comme l'ont fait peut-être Edgar Morin ou Jean Rouch, etc. dans leurs documentaires. Julien avait une émission qui s'appelait Village People, qui était sur France Inter au milieu des années 2000, 2005 et les saisons suivantes, où il allait interviewer des gens dans les campagnes. C'était toujours en milieu rural, qui a été adapté en docu ensuite. Et il est très connu aussi pour une émission qui s'appelle Le Baladeur, qu'il a animée sur France Inter et qu'il a animée sur France Musique. Il allait voir des gens dans la rue et il leur proposait d'écouter des morceaux. Il leur mettait des écouteurs et il leur faisait écouter de la musique classique quand c'était sur France Musique, et puis de la musique de toutes sortes quand c'était sur France Inter. Et ensuite, les gens commentaient, ils disaient ce que ça leur inspirait. Et du coup, ils parlaient de leur vie dans une parole à la fois encadrée par ce contexte de l'écoute de la musique et à la fois très libre, parce que c'était vraiment des rencontres au hasard. Et aujourd'hui, il a un podcast chez Binge Audio, justement, qui s'appelle Super Héros. Et dans chaque saison, qui comprend une dizaine d'épisodes, il raconte la vie de gens, des récits de vie, des personnes qui ont une histoire particulière et puis quelque chose à raconter sur cette histoire particulière. C'est-à-dire, dans la dernière saison, par exemple, la saison 2, qui est la dernière saison en date, c'est l'histoire de Paul, qui est journaliste et qui a un rapport particulier à la violence et à la guerre. Et donc, il va nous raconter ce que c'est ce podcast et ce que ça change par rapport à la radio. Bonjour. Donc effectivement, comme disait Charlotte, j'ai travaillé 15 ans à Radio France, essentiellement à France Inter. Je suis passé, je vous la fais rapide, mais je suis passé un peu par tous les métiers. J'ai été monteur, réalisateur, reporter, producteur. Et j'ai surtout fini en tant que reporter et réalisateur. Et j'ai une spécialité en fait qui est de faire des interviews vraiment de gens inconnus, anonymes, que je rencontre au hasard, un peu partout, donc dans la rue, sur un banc, dans un parc, dans des magasins, parfois chez eux, même je m'incruste parfois chez les gens. Et j'arrive micro ouvert en fait. Je sais pas, donc je fais pas de casting, je sais pas qui je vais interviewer, je sais pas sur quoi je vais interviewer ces personnes. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime travailler. Donc c'est, comme disait Charlotte, une méthode que j'ai peaufinée depuis 2005, depuis mon émission Village People que j'animais avec Aurélie Sfez, où on partait dans les campagnes de France en fait, et on voulait donner la parole à des gens qu'on n'entendait jamais, donc en l'occurrence les gens des campagnes. Et donc on a proposé cette émission qui a eu pas mal de succès sur France Inter. Et donc on partait dans des villages, on s'incrustait, on allait boire le café chez des vieux, on faisait de la mobilette avec les jeunes. Et c'était vraiment, au début on ne savait pas quoi demander, quelles questions poser. Et finalement, au bout d'un moment, on a commencé à comprendre qu'on avait un trésor, que les gens en fait, avaient tous forcément une histoire, beaucoup de choses à raconter, sur tout et n'importe quoi, en fait, sur l'amour, sur la vie, sur la politique, sur la religion. Voilà. Donc, pour vous donner un petit exemple de cette méthode, donc, dernièrement, ces 3 derniers mois, j'ai fait du podcast pour Binge Audio. Et on a fait un podcast qui s'appelle Rive de Seine pour la mairie de Paris. Et donc, il s'agissait de faire des portraits de gens qui se trouvaient au bord de la Seine, entre la banlieue et Paris. Et donc voilà, je les abordais toujours au hasard, micro ouvert. Et dans cet extrait que je vous propose, en fait, c'était, je me baladais et j'ai vu un couple de quinquagénaires en fait, qui étaient enlacés au bord de l'eau. J'ai trouvé ça assez beau comme image. Et donc, je suis allé les interviewer, donc, sans leur demander leur autorisation. C'est toi qui t'en occupes. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? on contemple, Qu'est-ce que vous regardez ? rien en particulier. On profite de l'état d'être. Quand on est dans l'instant présent, qu'on profite de l'instant présent, qu'on est conscient de ça, on ne peut être que dans le calme et la sérénité lorsqu'on a la chance d'être dans un endroit comme ici, qui est calme, qui est... Voilà. Bonjour.
Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? on contemple, Qu'est-ce que vous regardez? rien en particulier. On profite de l'état d'être. Quand on est dans l'instant présent, qu'on profite de l'instant présent, qu'on est conscient de ça, on ne peut être que dans le calme et la sérénité lorsqu'on a la chance d'être dans un endroit comme ici, qui est calme, voilà, où il y a le bruit de l'eau, le bruit du vent, et puis on somnolait un peu, on se laissait aller à la chaleur, au vent, à la chaleur, on somnole gentiment. Vous avez l'air bien. Ouais, ça va. Merci. En fait, je vous trouvais mignons tous les deux là sur le banc. Ah oui. C'est gentil. Ça va, madame? Oui, ça va. C'est vrai qu'on se laissait un peu aller, voilà, par rapport, enfin, on se laissait bercer partout, quoi. Le vent, l'eau, voilà. Et puis le fait d'être enlacés l'un de l'autre comme ça, se toucher, voilà, se laisser câliner tout simplement. Vous êtes très émouvant, je trouve. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah, Ça se dit pas? bon, maintenant, Si, ça Sur internet? presque. presque, ouais, c'était par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale, hein, Enfin, c'est ça. enfin, d'un club de rencontre. Club Plus de rencontre, exactement. voilà, club de rencontre. Magnifique. Ouais. Et puis, depuis, on ne s'est plus jamais quitté, hein. On s'est vu la première fois. C'est vraiment ma moitié. C'est-à-dire que quand je suis avec elle, je me sens complet. Par-delà son charme et sa beauté, sa gentillesse, etc., c'est ma moitié. Je le trouve aussi, j'arrête pas de lui dire, qu'il est beau. De surcroît, il a un très beau corps. Et je lui dis ça très très souvent. Je me sens très apaisée quand je suis avec lui. Et la dernière fois, je l'ai même envoyé un message parce que c'était tellement fort. Je dis, je suis bien avec lui, tout simplement. Moi, je dirais, je n'irai pas chercher des grands mots, mais je suis heureuse avec lui. Voilà, tout simplement. Vous débordez d'amour, en fait. Oui, l'impression. voilà, c'est ça. Avec lui, c'est ça. Quand on s'est rencontrés, on était dans un état de déséquilibre assez avancé quand même. C'est-à-dire? Par rapport à nos événements respectifs, fallait psychologiquement être assez fort et le fait de se rencontrer, ça a renforcé, ça nous a bien soutenus l'un l'autre. Et donc voilà. Vous êtes arrivé des choses graves à tous les deux? Voilà, évidemment, l'interview dure plusieurs minutes. Donc, petite interview sur l'amour. Et en fait, on se rend compte... Alors moi, je suis toujours étonné que les gens parlent aussi facilement, en fait. Ils ont besoin de parler. Chaque vie est un roman, en fait, pour moi. Et moi, je vis des choses très fortes en tant qu'intervieweur parce qu'il y a un moment où il y a une émotion qui jaillit. Et la parole, je trouve que ça devient parfois de la littérature. Il y a beaucoup de poésie. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une méthode que j'adore. Et donc, j'ai fait des milliers d'interviews, même des dizaines de milliers, peut-être, selon cette méthode. Et j'ai toujours eu une grande liberté éditoriale à la radio. J'avais moins de liberté sur les formats, sur les temps qui m'étaient impartis, qui se sont réduits en fait au fil du temps. Et à la fin, donc ces 4 dernières années, je faisais le baladeur sur France Inter, puis sur France Musique, comme disait Charlotte. Et j'avais 5 minutes. Et donc voilà, je faisais écouter de la musique à des gens, et je les faisais parler un peu comme ça sur de la musique. Et c'était un travail assez fastidieux finalement au montage parce que j'avais 1 heure d'interview, parfois 2 heures. Et il fallait que je réduise à 5 minutes. Donc j'étais à la limite du burn-out au bout d'un moment, au bout de 400, 500 baladeurs, je sais pas. Et je me suis dit, j'ai envie de faire tout à fait l'inverse en fait. C'est-à-dire interviewer des gens que je connais, des gens proches. Et avec vraiment, en prenant tout le temps de les interviewer comme je veux. Et en prenant le temps de diffuser l'interview avec la durée qu'il faut. C'est-à-dire si ça dure 4 heures, qu'on diffuse ça pendant 4 heures en fait. Pas être contraint par un format. Donc j'ai proposé ce concept à Joël et Gabriel de Binge Audio dans un café près d'ici en septembre, je crois. Ils m'ont dit oui tout de suite. Donc on s'est mis d'accord pour appeler ça Super Héros. Et j'ai commencé par interviewer une amie à moi qui s'appelle Hélène et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, en fait, qui a une vie très difficile, mais beaucoup de courage. Enfin, elle est pleine de vie. Et voilà, donc je l'ai interviewée 11 heures dans sa cuisine, en plusieurs fois, en 10 fois peut-être. J'ai fait un montage. Pendant 3 mois, j'ai monté. J'ai un résultat de à peu près un peu moins de 2 heures, je crois. Et donc, je vous propose d'écouter un petit extrait d'Hélène.
Elle parle de son enfance, c'est dans le premier épisode, je crois. Je pense que j'ai un peu foutu le bordel en naissant, quand même. Ma mère me disait, par exemple, que quand j'étais dans son ventre, elle m'appelait le diable. Donc, en fait, tu te dis que c'était quand même très violent pour elle, quoi. Mais en tout cas, elle me disait, je t'ai aimé quand tu as été dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai représenté dans cette famille? Alors ça, c'est toujours un mystère. Donc j'avais 3 frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi. J'ai eu un peu une enfance pas du tout malheureuse, mais j'étais très très isolée, très seule. On ne s'occupait pas trop de moi en fait. J'étais là, mais mes parents étaient quand même très 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 portés sur l'alcool. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans une famille un petit peu... Par exemple, l'alcool faisait que mes parents se mettaient à se coucher à 17h. Chez moi, à 17h, il n'y avait plus personne d'adulte dans la maison parce que tout le monde dormait. Donc moi, je me souviens, petite, j'étais vraiment beaucoup chez mes copines. Voilà, donc c'est un petit aperçu du premier épisode d'Hélène. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était un peu comme un à voix nue avec des personnes anonymes. Et donc, en fait, quand on écoute à voix nue sur France Culture, par exemple un à voix nue avec Fanny Ardant, on sait que dans sa vie, il se passe plein de choses trépidantes et intéressantes. Et donc, à la fin de chaque épisode, on a envie d'écouter le suivant. Mais avec Hélène, qui est une parfaite inconnue, moi, je me suis dit, déjà, c'est pour ça que j'ai découpé ça en épisodes, c'est que je me suis dit, on ne peut pas écouter... comment retenir l'écoute, l'attention de quelqu'un sur une personne inconnue pendant 2 heures. Donc déjà, on s'est dit, on va découper ça en épisodes. Donc, en l'occurrence, là, il y en a 12. Et donc, il fallait aussi donner envie, à la fin de chaque épisode, d'écouter le suivant. Donc, en fait, j'ai utilisé des ficelles bien connues de la série télé américaine. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire que je voulais vraiment laisser les auditeurs au bord du ravin à la fin de chaque épisode pour les obliger à écouter la suite. Donc, il y a un événement qui commençait, et hop, je coupais, je disais à suivre. Et voilà, et donc du coup, ça donne quelque chose d'assez étrange, parce que c'est une parole assez spontanée, documentaire, avec les ficelles de la série télé américaine, en fait. Donc on a... Après le succès d'Hélène, donc il y a beaucoup de gens qui ont marché dans ce système-là, qui nous ont dit qu'ils étaient accros. Donc on a diffusé... j'ai interviewé encore un ami à moi qui s'appelle Paul, qui lui est beaucoup plus jeune, il a 25 ans en fait. Et donc lui, il s'est mis dans une situation pas possible en fait. À l'âge de 22 ans, il est parti couvrir la guerre dans le Donbass. Et il a quitté sa petite copine, ses études, ses parents, sa petite ville de Normandie pour partir sans être préparé à ça. Et donc je vous propose d'écouter un extrait de Paul. Donc il raconte le jour, ce qui s'est passé le jour où l'aéroport de Donetsk a été pris par les rebelles. On est retourné de l'autre côté de la gare et là pareil c'était une scène assez étrange. Il y avait des centaines et des centaines de personnes sur le parvis de la gare qui attendaient leur taxi, leur bus, leur voiture, leur trolleybus. Et quelqu'un s'est pris une balle quoi. Une grand-mère qui était sur un trottoir s'est pris une balle en pleine tête. Et il y a quelques personnes qui se sont mises à crier, mais les gens ne réagissaient pas. Il y en avait même qui prenaient des photos avec leur téléphone. Et les gens continuaient à attendre leur bus. On n'a pas su comment réagir. On s'est approché du coup du cadavre de cette vieille dame. Et il y avait un homme à côté qui l'a recouvert assez... il la connaissait a priori, donc il a recouvert sa tête avec un carton qu'il avait trouvé par terre. Et il s'est mis à crier. Toi, t'avais déjà vu des cadavres ? Ah non, c'était la première fois que je voyais un cadavre. J'avais rencontré pas mal de reporters de guerre, j'avais assisté à pas mal de conférences, et je savais qu'il fallait se blinder et qu'il fallait mettre un mur entre soi et les choses, en fait. Et j'ai vu ces 2 cadavres, et sincèrement, je me suis dit, ouais, t'es là pour ça, et moi, j'avais réussi à mettre une barrière, en fait. C'était le cours de l'actu pour moi, en fait. Et du coup, non, j'ai été étonné que ça me fasse rien du tout. Je me suis remis en question, en fait, dans les jours qu'on suivit, parce que je me dis, mais est-ce que c'est normal que ça t'ait fait ni chaud ni froid ? Et après, ça s'est un peu gâté, mais... Donc ça s'est gâté après, donc si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut écouter les 8 épisodes de Paul. Donc aujourd'hui, moi j'ai quitté complètement la radio, je fais que du podcast, donc on a beaucoup de travail à Binge Audio.
Donc, en fait, pour vous parler de mon métier, c'est évidemment le même métier qu'à la radio, mais dans un contexte bien évidemment très différent, en fait. Alors, j'ai encore plus de liberté qu'à la radio parce que là, si j'avais proposé, par exemple, le portrait d'une anonyme, même à France Culture, sur 2 heures, avec des épisodes de durée variable, personne n'aurait jamais pris, évidemment, ce projet. Ils sont un peu frileux quand il s'agit, à la radio, des gens, de la parole un peu populaire, des gens qui ne sont pas connus. Donc, voilà. Donc ça, j'aurais pas eu cette liberté-là à la radio. Et aussi, à la radio, c'est vrai que quand on diffuse... moi, j'ai travaillé beaucoup à France Inter. N'importe quel reportage, il y a minimum 200 000 auditeurs ou 1 million parfois. Quand je faisais le baladeur, c'était à peu près de cet ordre-là, 1 million. Donc finalement, c'est une certaine pression, cette audience, mais en même temps, ça peut être une facilité. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on diffuse, en fait, il y a toujours de l'audience. Alors que là, il fallait vraiment qu'on trouve à Binge, avec Super Héros, notre auditorat, quoi, nos auditeurs, et personne ne nous attendait, quoi. Donc c'est pour ça qu'au montage, on a toujours, à chaque fois, pensé vraiment aux auditeurs et comment ce serait reçu, comment les faire en sorte qu'ils ne décrochent pas, etc. Donc ça, c'était vraiment un travail d'équipe passionnant, quoi. Donc du coup, je vous propose un dernier extrait. Donc là, je suis en train de monter le 3e super-héros. Donc je suis vraiment encore en phase de montage. C'est encore une amie à moi, donc voilà, qui s'appelle Vanessa, que j'aime beaucoup, qui a une vie assez terrible, en fait. Et elle aussi, et du coup, voilà, je vous propose d'écouter. Personne n'a encore jamais écouté Vanessa, même les gens de Binge n'ont pas encore écouté, donc c'est vraiment une exclusivité mondiale. Et elle raconte son enfance dans cet extrait. Tes parents, ils étaient baba cool, en fait. Ben voilà. Si je voulais me fâcher, que je voulais m'énerver, ici, c'est la maison de l'amour, personne ne crie. Ici, c'est une maison où il n'y a pas de dispute. Ici, c'est une maison où on s'aime. Jamais on dit un mot plus haut que l'autre. Jamais on ne répond mal. Il y a un respect total. Pour eux, la télévision était bannie. Pour eux, le chocolat, les trucs, c'était banni. Les yaourts avec des fruits, des machins. Non, nature. Tout était nature chez moi. Ma mère faisait elle-même les yaourts. C'était dégueulasse. D'ailleurs, depuis, j'ai la haine contre les yaourts. Mais bon, voilà, ma mère, elle avait son potager, ses poules, tu vois, elle faisait ses fromages de chèvre, vivait comme en haut de l'Ardèche, en banlieue parisienne. On vivait tout nu toute l'année, dans le jardin, enfin tout l'été. Il y avait une petite rivière en bas, c'était assez idyllique. Ce qui est assez marrant, c'est en te racontant ça, je réalise que les voisins étaient des Allemands qui s'appelaient Mazo. Et j'étais tout le temps fourrée là-bas. Et finalement, et c'était pas drôle du tout, c'est-à-dire que chez les Mazo, on se tenait à table, on mettait les 2 mains comme ça, sinon on prenait une torgnole. Et ben moi, j'adorais. J'avais besoin qu'on me donne des torgnoles, apparemment, en tous les cas. J'ai été élevée beaucoup par les Mazos qui m'ont expliqué comment on fait pour manger la bouche fermée, etc. Parce que chez moi, je pouvais manger avec mes doigts, il n'y avait pas de problème. Donc tu n'allais pas à l'école ? Non. Tu rencontrais peu d'enfants de ton âge, finalement ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es rendu compte que le monde était violent ou pas du tout ? Non, je rencontrais beaucoup d'amis toxicos de mes parents qui venaient à la campagne pour décrocher. Décrocher de quoi ? De la drogue, en général, surtout de l'héroïne et l'opium à l'époque. Donc je me souviens de beaucoup de gens malades qui passaient par là et que ma mère épongeait parce qu'ils transpiraient beaucoup. Elle me disait « mais t'inquiète pas, il est malade ». Puis après, hop, les gens allaient mieux, ils repartaient à Paris. Mais c'était quand même un endroit où les gens passaient pour aller mieux. Moi, je voyais tout. Ils m'ont jamais rien caché. Voilà, donc suspense. Donc ça sortira le 18 septembre, si tout va bien. Septembre. Est-ce que dans la salle, certaines personnes ont des questions pour Julien ? Là-haut, une personne sans micro. Allez, 2 questions. Alors, une ici. Bonjour, je m'appelle Camille. Je travaille à la radio aussi, mais ça n'a aucune importance. Je suis une de ces auditrices devenues accro à Super Héros. Donc merci, et c'est génial de pouvoir écouter la prochaine saison. Je trouve ça hyper intéressant, la question qui se pose vraiment dans le podcast, c'est effectivement trouver son auditorat. Et c'est très bien du coup d'avoir le temps, et je trouve qu'avec Super Héros, c'est vraiment un travail parfait. Effectivement, il y a le cliffhanger qui donne vraiment envie d'écouter la suite. Ça marche très bien, l'ambiance sonore est top aussi. Et je me demandais, toi, si je peux te tutoyer, oui. Comment tu fonctionnes, parce que tu
tu interroges les gens sur de la longueur? Est-ce que tes questions sont vraiment très travaillées en amont, ce qui te permet d'avoir... Enfin, tu disais que non, donc a priori, c'est pas ça. Mais voilà, avoir un peu le canevas de ton interview. Ouais. Ou est-ce que... parce qu'on sent que c'est très naturel, il y a tes relances. Est-ce qu'il y a vraiment un très fort travail de montage? Oui. Ou... et du coup, ça veut dire qu'on perd un peu la spontanéité de l'échange? Parce que, moi, c'est en tant qu'auditrice, on a toujours l'impression d'entendre quelque chose qui pourrait être dit comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment... je suppose que le montage est très, très important, mais voilà, comment tu travailles comme ça? Oui, alors c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je prépare pas, en fait, mes questions, jamais. J'ai horreur de ça. Je trouve que ça m'enlève ma libido de journaliste, en fait, de préparer les questions. Donc je préfère être vraiment dans la surprise. Et les questions, c'est ce qui vient, en fait. Et quand j'en ai pas, j'en ai pas. Mais c'est vraiment les questions qui me viennent en tête. Alors là, Hélène, je connaissais, comme c'est une amie, même Paul d'ailleurs, je connaissais un peu le canevas, vaguement. Il y avait plein de choses que j'avais oubliées, en fait, dans ce qu'il m'avait raconté, plein de choses que je ne savais pas non plus. Et en fait, ce que je fais, c'est que pendant l'interview, j'ai ce canevas, donc je sais que j'ai un truc chronologique, donc je sais que je démarre de l'enfance et je déroule la chronologie, quoi. Je pose des questions de chronologie. Mais je cherche quand même toujours quelque chose, en fait, pendant l'interview. C'est ça qui m'aide. C'est-à-dire que j'ai une espèce de... Je cherche une colonne vertébrale, en fait. Un lien entre tous les événements qui me sont racontés. Et donc après, Hélène, par exemple, elle ne savait pas que j'allais l'interviewer sur toute sa vie. Elle pensait que j'allais l'interviewer sur la dernière partie de sa vie. Donc quand elle est arrivée, quand je suis arrivé chez elle, en fait, elle a commencé à me raconter ces 3 dernières années. Je lui dis non, mais tu reviens à... Donc elle était surprise. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine spontanéité quand même dans son récit. Et après, donc, évidemment, il y a beaucoup de travail de montage, parce que la vie d'Hélène, c'était un puzzle, par exemple. Elle m'a raconté dans tous les sens, et moi, j'avais plein de questions qui me venaient, elle avait envie de raconter plein de trucs, donc ça partait dans tous les sens, et il a fallu que j'ordonne, mais sans dénaturer, je pense, la spontanéité. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Une autre question? Alors, à la pause café, vous pourrez discuter avec Julien, hein, bien sûr, et puis il y a les internets, il y a tous ces trucs-là, et puis il y a l'apéro à 19h. Une dernière question, vraiment une courte, et il répondra de manière courte. Allez, une. Mathieu. Bonjour. Moi, j'ai une question très courte et très simple. C'est combien de temps de montage, finalement, à l'arrivée? Et donc, est-ce qu'au final, en termes de... si on parlait de modèle économique, est-ce qu'il y a une rentabilité derrière entre le temps d'interview, le temps de montage que ça comprend, par rapport à ce que ça peut coûter au final en ce temps? Alors, en fait, Hélène, c'était 3 mois de montage, parce qu'il fallait vraiment trouver aussi une forme. Paul, 2 mois et demi. Et je pense que Vanessa, la 3e, ce sera 1 mois et demi. Donc, c'était un temps très important pour moi d'avoir ce luxe de pouvoir monter. Je me suis régalé, en fait, je me levais le matin avec une seule chose en tête, c'était vraiment monter ce truc, quoi. Et c'était vraiment très intéressant à faire. Et après, pour moi, j'ai été correctement payé, en fait, pour faire ça, comparativement à mon temps de travail, quoi. On m'a payé vraiment mon temps de montage, ce qui n'est pas forcément évident à Radio France, par exemple. À Radio France, on vous paye plutôt un jour pour 5 jours travaillés. Là, je suis assez content, en fait. Pour moi, c'est viable, en tout cas, comme activité, ce qui est important, quoi, évidemment. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.